Loi 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Principe. Un acte sincère et honnête compense des dizaines de scélératesses. L'honnêteté et la générosité font baisser la garde des plus soupçonneux. Soyez honnête à bon escient, trouvez le défaut de la cuirasse, puis trompez et manipulez à loisir. Un cadeau offert à propos, un cheval de Troie, aura un effet similaire. Respect de la loi. Un beau jour de 1926, un grand monsieur élégant rendit visite à Al Capone, le gangster le plus redouté de son époque. Il parlait avec un accent européen raffiné et se présenta comme le comte Victor Lustig. Il promit à Al Capone que s'il lui remettait 50 000 $, il pourrait doubler cette somme. Al Capone avait 100 fois de quoi couvrir cet investissement, mais il n'était pas dans ses habitudes de confier pareille somme à un inconnu. Il observa le comte. Quelque chose chez lui était différent. Son chic, ses manières. Aussi Al Capone décida-t-il de jouer le jeu. Il compta lui-même les billets et les tendit à Lustig. « D'accord, comte, » déclara Al Capone. « Je vous donne 60 jours pour doubler cette somme comme vous l'avez dit. » Lustig s'en alla avec l'argent, le déposa dans un coffre à Chicago, puis partit à New York où il avait d'autres fers au feu. Les 50 000 $ restèrent à la banque. Lustig ne fit aucun effort pour en tirer quoi que ce soit. 2 mois plus tard, il retourna à Chicago, prit l'argent au coffre et retourna chez Capone. Devant les gardes du corps impassibles, il eut un sourire contrit. « Je vous prie d'accepter mes profonds regrets, monsieur Capone. Je suis désolé de vous annoncer que mon plan a échoué. » Al Capone se leva lentement. Furieux contre Lustig, il se demandait déjà où il allait jeter son cadavre. Mais le comte mit la main dans la poche de sa veste, en sortit les 50 000 $ et les déposa sur le bureau. « Voici votre argent, monsieur, jusqu'au dernier centime. Encore une fois, toutes mes excuses, c'est très embarrassant. Les choses n'ont pas marché comme je l'aurais souhaité. J'aurais pourtant bien aimé doubler cette somme, pour vous et pour moi. Dieu sait combien j'en ai besoin. Mais le plan n'a pas marché. » Al Capone se rassit, perplexe. « Je sais que vous êtes un escroc, comte, » dit Al Capone. « Je l'ai su au moment même où vous êtes entré ici. J'attendais de vous soit 100 000 $, soit rien. Mais ça, revoir mon argent, eh bien... » « Encore une fois, toutes mes excuses, monsieur Capone, » répéta Lustig, tandis qu'il prenait son chapeau et faisait mine de se lever. « Seigneur, mais vous êtes honnête !» hurla Capone. « Si vous êtes dans l'embarras, voici 5 000 $ pour vous dépanner. » Il compta 5 billets de 1 000 $ et les lui remit. Le comte parut abasourdi, s'inclina profondément, bredouilla des remerciements et partit avec l'argent. 5 000 $, c'était le montant que Lustig s'était fixé. Interprétation. Le comte Victor Lustig, polyglotte, raffiné et très cultivé, était l'un des plus grands escrocs de son époque. Il était connu pour son audace, sa témérité et surtout pour sa profonde connaissance de l'âme humaine. Il faisait le tour d'une personne en quelques minutes, découvrait ses faiblesses et identifiait à coup sûr les crédules. Lustig savait que la plupart des hommes élaborent des défenses contre les voleurs et autres troubles faits. Ces défenses, le travail de l'escroc consiste à les faire tomber. Un des plus sûrs moyens d'y arriver est d'avoir l'air sincère et probe. Qui se méfie d'une personne surprise en flagrant délit d'honnêteté? Lustig utilisa l'honnêteté sélective à de nombreuses reprises, mais avec Al Capone, il battit des records d'audace. Nul escroc n'aurait osé se mesurer à pareille fauve. Il aurait choisi d'humbles victimes, prêtes à avaler toutes les couleuvres sans une plainte. La peau d'un ennemi d'Al Capone ne valait pas tripette. Mais Lustig avait compris que le célèbre gangster passait sa vie à se méfier des autres.
Personne dans son entourage n'était honnête ni généreux, et sa vie en compagnie d'une meute de loups était épuisante, voire déprimante. Un homme comme Al Capone était plus que tout autre sensible à un geste honnête ou généreux. Enfin quelqu'un qui ne cherchait pas à le voler. Le geste d'honnêteté calculé de Lustig désarma Al Capone parce qu'il était inattendu. Un escroc aime surprendre et créer l'incrédulité ainsi, pour mieux distraire et berner sa victime. Ne craignez pas de mettre cette loi en pratique sur les Al Capone d'aujourd'hui. Grâce à un geste bien calculé d'honnêteté et de générosité de votre part, le pire gredin du royaume vous mangera dans la main. Tout est terne quand je n'ai pas au moins une cible en vue. La vie me semble vide et déprimante. Je ne puis comprendre les gens honnêtes. Leur vie est ennuyeuse à mourir. Comte Victor Lustig, 1890-1947. Les clés du pouvoir. La clé de la tromperie réside dans la distraction. Distraire ceux que l'on veut berner permet de se livrer par ailleurs à des manigances qu'ils ne remarqueront pas. Un acte de gentillesse, de générosité ou d'honnêteté est souvent la meilleure distraction parce qu'il désarme les soupçons. La victime devient un enfant, avide d'un simple geste d'affection. Dans la Chine ancienne, on appelait cela « donner avant de prendre ». Le don empêche la victime de remarquer le larcin. C'est un procédé qui a d'innombrables applications pratiques. Le fait de prendre ouvertement quelque chose à quelqu'un est dangereux, même pour les puissants. La victime cherchera à se venger. Il est aussi dangereux de simplement demander ce dont on a besoin, fût-ce le plus poliment du monde. À moins que l'autre n'y voie un intérêt quelconque, il vous en voudra pour votre besoin. Apprenez à donner avant de prendre. Cela dégage le terrain, prévient toute demande ultérieure et tout bonnement crée la distraction. Ce beau geste peut prendre nombre de formes. Un vrai cadeau, un acte généreux, une gentille faveur, un honnête aveu, etc. L'honnêteté à bon escient est surtout rentable lors d'une première rencontre. La vie est faite d'habitudes, et la première impression marque de façon durable. Si quelqu'un vous croit d'emblée honnête, il lui faudra beaucoup pour se convaincre du contraire. Cela vous laissera le temps de manœuvrer. Jay Gould, comme Al Capone, ne faisait confiance à personne. Il devint multimillionnaire dès l'âge de 33 ans, essentiellement grâce à ses mensonges et à son manque de scrupules. À la fin des années 1860, Gould investit beaucoup d'argent dans les titres Erie Railroad, pour découvrir, mais trop tard, que le marché était inondé d'actions factices de cette compagnie. Il risquait de perdre une fortune et allait au-devant de toutes sortes d'ennuis. Au milieu de cette crise, un certain Lord John Gordon Gordon lui offrit son aide. C'était un Écossais qui prétendait avoir fait fortune en investissant dans les chemins de fer. Gordon Gordon engagea des graphologues experts et démontra à Gould que les faussaires étaient des cadres dirigeants de Erie Railroad. Gould lui en fut reconnaissant. Gordon Gordon lui proposa alors de s'associer avec lui pour prendre dans les Erie Railroad une participation majoritaire. Gould accepta. Pendant un certain temps, l'entreprise fut prospère. Les deux hommes devinrent amis, et chaque fois que Gordon Gordon demandait à Gould de l'argent pour acheter des actions supplémentaires, ce dernier payait. Soudain, en 1873, Gordon Gordon liquida ses actions, ce qui lui rapporta une fortune, mais fit chuter de manière spectaculaire le cours des actions de Gould, puis il disparut. Après recherche, Gould découvrit que le vrai nom de Gordon Gordon était John Crowningsfield, et qu'il était le fils illégitime d'un marin de la marine marchande et d'une serveuse de Londres. De nombreux indices prouvaient que Gordon Gordon était un escroc, mais son premier acte d'honnêteté et le soutien qu'il avait apporté à Gould avaient tellement aveuglé ce dernier qu'il lui avait fallu perdre des millions pour ouvrir les yeux. Un acte isolé ne suffit pas toujours. Ce qu'il faut, c'est une réputation d'honnêteté fondée sur une série d'actions, même insignifiantes.
Une fois la réputation établie, tout comme la première impression, il est difficile de l'ébranler. Le duc chinois Wu de Cheng avait décidé de prendre le contrôle du royaume de plus en plus puissant de Hu. Sans faire part à personne de ses intentions, il maria sa fille au roi de Hu. Puis il tint conseil et demanda à ses ministres : « Je veux la guerre. Quel pays devons-nous envahir ?» Comme il s'y attendait, un de ses ministres répliqua : « Il faut envahir le royaume de Hu. » Le duc prit un air contrarié. « Hu est un royaume ami maintenant. Pourquoi suggérez-vous de l'envahir ?» Il fit exécuter le ministre pour sa remarque déplacée. Le roi de Hu entendit parler de l'incident et, compte tenu des autres marques d'honnêteté de Wu et de son mariage avec sa fille, il ne prit aucune précaution pour se défendre de Cheng. Quelques semaines plus tard, les forces armées de Cheng balayèrent Hu et prirent le pays, qui ne s'en remit jamais. L'honnêteté est l'un des meilleurs moyens de désarmer les méfiants, mais ce n'est pas le seul. Tout geste noble et ostensiblement désintéressé fait l'affaire. Peut-être le plus efficace est-il l'acte de générosité. Peu de personnes, même l'ennemi le plus acharné, peuvent résister à un cadeau. C'est donc souvent le meilleur moyen de désarmer votre victime. Un cadeau réveille en nous l'enfant que nous étions et nous fait baisser la garde. Bien que les actes d'autrui nous apparaissent souvent sous leur aspect le plus cynique, on voit rarement le côté machiavélique d'un cadeau. Le cadeau est le parfait alibi d'une tromperie. Il y a plus de 3000 ans, les Grecs prirent la mer pour aller délivrer la belle Hélène, enlevée par Paris, et pour raser Troie. Le siège dura 10 ans. De nombreux héros furent tués, mais la ville tenait toujours. Un jour, le devin Calchas rassembla les Grecs. « Levez le siège de Troie !» leur dit-il. « Vous devez trouver un autre moyen, une ruse. Nous ne pouvons pas prendre Troie par la seule force. Il faut trouver un stratagème. » Le plus rusé des Grecs, Ulysse, proposa de construire un gigantesque cheval de bois, d'y dissimuler des soldats, puis d'en faire cadeau aux Troyens. Pyrrhus, fils d'Achille, protesta. Pour lui, cette solution était indigne. Mieux valait laisser des milliers de morts sur le champ de bataille que vaincre de manière aussi sournoise. Mais les Hellènes étaient devant une alternative. Soit passer 10 ans de plus à prouver leur virilité et leur sens de l'honneur pour finalement périr, soit remporter une victoire rapide. Ils choisirent le cheval, qui fut rapidement construit. L'astuce marcha, et Troie tomba. Un seul cadeau avait fait plus pour les Grecs que 10 années de bataille. Une générosité ciblée à bon escient doit également faire partie de votre arsenal. Les Romains faisaient en vain le siège de la ville étrusque de Phalériès depuis de longues années. Un jour, un homme sortit de la cité assiégée et amena au général romain Camillus un groupe d'enfants. L'homme était le maître d'école, les enfants, selon lui, les fils et les filles des habitants les plus nobles et les plus fortunés. Sous le prétexte d'emmener les enfants pour une promenade, il les livrait en otage aux Romains dans l'espoir de se faire bien voir de Camillus, l'ennemi des Étrusques. Camillus ne garda pas les enfants. Il fit déshabiller le professeur, lui attacha les mains dans le dos et donna à chaque enfant une verge avec l'ordre de le fouetter tout le long du chemin de retour jusqu'à la ville. Ce geste eut un effet immédiat sur les assiégés. Certes, si Camillus avait retenu les enfants en otage, quelques-uns auraient voté la reddition. Ceux qui auraient continué à se battre l'auraient fait sans enthousiasme. Mais le refus de Camillus de tirer avantage de la situation brisa d'un coup la résistance des Phalisques, et ils se rendirent. Le général romain avait bien calculé. Dans tous les cas, il n'avait rien à perdre. Il savait que la prise d'otages n'aurait pas mis fin à la guerre, du moins pas de la bonne manière. En retournant la situation, il gagna la confiance et le respect de ses ennemis et les désarma. La clémence brise souvent les défenses des opposants les plus entêtés. En touchant le cœur, on ôte à l'autre toute envie de combattre. Souvenez-vous,
En faisant vibrer la corde sensible, des actes calculés de gentillesse peuvent faire d'un Al Capone un enfant crédule. Comme avec toute approche affective, cette tactique doit être pratiquée avec doigté. Si votre cible vous démasque, ses sentiments déçus de gratitude et de chaleur se transformeront en méfiance et en haine violente. À moins que votre geste n'apparaisse sincère et chaleureux, ne jouez pas avec le feu. Image : le cheval de Troie. Votre ruse est cachée dedans. C'est un magnifique cadeau irrésistible pour vos ennemis. Les portes s'ouvrent. Une fois à l'intérieur, causez des ravages. Autorité. Quand le duc Xian de Jin fut sur le point d'envahir Ryu, il offrit un jade et un magnifique attelage. Quand le comte Ji fut sur le point d'envahir Chuyu, il fit cadeau de grands chariots. D'où le proverbe : quand vous êtes sur le point de prendre, il faut d'abord donner. Han Feizi, philosophe chinois, IIIe siècle avant Jésus-Christ. A contrario. Quand on a derrière soi un passé de tromperie, on n'abusera personne, quelle que soit l'honnêteté, la générosité et la gentillesse dont on fasse preuve. Cela n'aura d'autre effet que de mettre la puce à l'oreille. Une fois la méfiance éveillée, une soudaine honnêteté n'éveillera que des soupçons. Dans ce cas, mieux vaut se comporter en fripouille. Le comte Loustic avait monté la plus grande escroquerie de sa carrière, vendre la tour Eiffel à un crédule industriel qui croyait que le gouvernement la mettait aux enchères au poids du métal. L'acheteur était sur le point de remettre l'argent à Loustic, qui se faisait passer pour un fonctionnaire du gouvernement, quand, à la dernière minute, la victime eut des soupçons. Quelque chose le tracassait. Loustic prit conscience de cette soudaine méfiance. Se penchant vers l'industriel, Loustic expliqua alors à mi-voix combien son traitement était chiche, ses fins de mois difficiles, et ainsi de suite. Au bout de quelques minutes, l'industriel comprit que Loustic était en train de lui demander un pot de vin. Et il se détendit. Maintenant, Loustic lui paraissait crédible. Tous les fonctionnaires du gouvernement étant corrompus, celui-là ne pouvait faire exception. L'homme se montra intraitable quant au dessous de table, mais paya le principal. En simulant une tentative de corruption, Loustic avait joué le fonctionnaire plus vrai que nature. Dans ce cas précis, l'honnêteté eût été malvenue. À la fin de sa carrière, Talleyrand avait une réputation éprouvée de menteur et de trompeur. Au congrès de Vienne, 1814-1815, il racontait des histoires à dormir debout et faisait des remarques saugrenues à des gens qui n'en croyaient pas un mot. Ces mensonges n'avaient d'autre but que de masquer les manœuvres par lesquelles il les dupait pour de bon. Un jour, devant des amis, Talleyrand déclara ainsi avec une apparente sincérité : « En affaires, il faut dévoiler ses cartes. » L'assistance n'en crut pas ses oreilles. Un homme qui toute sa vie avait soigneusement caché son jeu était en train de prêcher le contraire. Des tactiques comme celle-là rendent impossible à distinguer les vrais du prix des fausses. En acceptant sa réputation de malhonnêteté, Talleyrand préservait sa capacité à tromper. Rien dans le domaine du pouvoir n'est gravé dans la pierre. Le fait d'être ouvertement enclin à la duperie couvrira parfois vos traces, et on vous admirera même pour ce que vous assumez être, une franche canaille.